Monsieur Bon, le député, bonjour, est-ce que vous m'entendez? très bien, ça marche. C'est parfait, je vous entends parfaitement aussi. Alors bonjour, bonjour à vous, merci d'avoir accepté cet échange en votre qualité de député, mais aussi de président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, ou plus précisément sur... Alors la dénomination exacte, c'est vrai qu'elle est un peu plus longue, c'est la neutralité du financement aussi, la neutralité, le Euh, fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, excusez-moi. Donc, je rappelle cette audition pour ceux qui nous écoutent. C'est une audition, enfin une commission d'enquête qui a été demandée, qui a été faite à la demande du droit de tirage de l'UDR, et donc dont le rapporteur est donc le député Charles Aloncle, député UDR. Alors, bonjour Monsieur le député. Première question, pourquoi avoir choisi ou avoir candidaté du moins à la présidence de cette commission d'enquête? Comment ça s'est organisé ce choix pour que vous siégez à cette présidence? il faut dire bonjour, merci de votre invitation. En fait, dans les commissions d'enquête et dans les missions d'information, c'est toujours un duo. Et il y a un rapporteur d'un groupe politique, pour faire simple, et un président ou une présidente d'un autre groupe politique. Et quand c'est un rapporteur qui est d'un groupe de l'opposition, eh ben, il faut qu'il y ait une présidente ou un président qui soit de la majorité, du socle commun, en tout cas d'un autre groupe politique. Donc, il fallait pour cette commission d'enquête audiovisuel public un président du socle commun, c'est-à-dire LR, Horizon, Modem ou Renaissance. Et moi, j'ai souhaité me présenter pour être président parce que c'est un sujet majeur, l'audiovisuel public, on va en parler. J'étais rapporteur de la loi qui voulait rapprocher Radio France et France Télévisions en créant une holding. Et puis, j'ai siégé au conseil d'administration de Radio France. Je siège maintenant au conseil d'administration de France Média Monde. Et donc, je travaille beaucoup sur des questions d'audiovisuel public depuis plusieurs années maintenant. Et donc, ça me semblait important de pouvoir participer à cette commission d'enquête et en l'occurrence la présider et en présider les débats. Et je rappelle aussi, vous êtes vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui est aussi en lien avec la thématique. Et bon, si j'étais taquin, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, je vous poserai la question de savoir si LR c'est vraiment toujours le socle commun ou pas, mais c'est un autre sujet, on va pas partir là-dessus. Voilà. Alors, l'audiovisuel public, c'est vrai qu'actuellement on a quand même trois positions au sein de l'hémicycle. On a ceux qui sont pour la privatisation totale, on va dire, qui vont être davantage RN, UDR. Vous, au niveau du socle commun, qui est d'abord plutôt dans l'aspect réformiste de cet audiovisuel public, et la gauche, qui, elle, est dans la préservation de l'audiovisuel public tel quel, et dans l'idée de lui allouer davantage de fonds, etc. Comment on fait, en tant que président de commission, avec trois positions aussi distinctes, pour permettre le bon déroulement des débats? Déjà en rappelant que cette commission d'enquête, c'est pas le lieu où on va décider de la privatisation ou non de l'audiovisuel public, de sa réforme ou non. Une commission d'enquête, c'est pas ça. L'avenir de l'audiovisuel public, savoir s'il faut créer une holding, s'il faut fusionner, s'il faut le privatiser, s'il faut rien faire, circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça, c'est des débats qu'on peut avoir, notamment à l'occasion de la loi sur l'audiovisuel public, mais c'est pas le lieu de la commission d'enquête. Donc il faut pas dévoyer cette commission d'enquête. Après, chacun a des points de vue différents sur l'audiovisuel public. Et moi, mon rôle de président, c'est de garantir aussi le pluralisme et l'impartialité de la commission d'enquête. Et comment on fait? C'est un exercice qui n'est pas évident, mais en donnant la parole à tous les groupes politiques. Moi, j'ai dit très clairement au rapporteur que le règlement de l'Assemblée lui donnait un temps de parole important, mais que, comme président, je donnerais également, et j'ai donné déjà dans les dernières auditions, un temps de parole presque aussi important aux groupes politiques présents. Il y a certaines auditions où seule la gauche était présente, ou le RN, ou le Bloc central. Et donc, je fais circuler la parole et je permets à chacun de s'exprimer et donc de pouvoir exercer leur point de vue. Mais encore une fois, une commission d'enquête, c'est pas un lieu où on discute d'une loi. À la fin, on va pas voter pour ou contre la privatisation, pour ou contre la holding. À la fin, chaque groupe politique, chaque député présent va en ressortir avec des éléments de compréhension de ce qu'est l'audiovisuel public aujourd'hui, de la manière dont il fonctionne, et avec des propositions qu'il appartiendra à chacun de formuler. Je pense que j'aurai pas exactement les mêmes propositions à la fin de la commission d'enquête que le rapporteur, par exemple. Oui, c'est souvent la question qui peut se poser en fin de commission, de savoir si le président et les rapporteurs signent ensemble le rapport de la commission d'enquête. Des fois c'est le cas, des fois ça ne l'est pas. Euh, vous avez eu comme première audition, j'ai vu le président de l'ARCOM qui était venu, il me semble que c'était l'audition qui a inauguré la Ouais. commission d'enquête. Il y a des choses très intéressantes qui en sont ressorties de cette commission, notamment, on va dire, la question de comment sont décomptés les intervenants
qui ne sont pas des membres de partis politiques. Qu'est-ce que vous en retirez de ce sujet qui quand même pousse à débat et potentiellement à faire à une proposition sur le long terme? Comment il se fait que par exemple sur des chaînes, là c'est pas forcément l'audiovisuel public mais de manière plus générale, que par exemple, imaginons sur un plateau de débat de CNews, les différents intervenants soient incorrects, Valeurs Actuelles, JDD, Causeur, par exemple, que des médias de droite ou d'extrême droite, et que ça ne soit pas ça soit considéré comme des temps de parole autres, entre guillemets. La même question peut se poser sur le service public avec d'autres intervenants. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus dans les propositions auxquelles vous pensez déjà? Alors, déjà, pour dire à celles et ceux qui nous écoutent, il y a des règles. C'est pas l'anarchie, l'audiovisuel public. Il y a des règles très strictes et très claires. Je vais les rappeler rapidement. Le principe en France, c'est la liberté d'expression. Liberté de parole, liberté de s'exprimer dans les médias, d'avoir des points de vue. Mais la France a fait le choix de faire une loi en 1986 pour encadrer la manière dont les médias, là on parle vraiment de la télévision et de la radio, fonctionnent. Ce n'est pas les mêmes règles pour la presse écrite. La règle, le principe, c'est le pluralisme. C'est-à-dire que sur les médias, télévision, radio, il doit y avoir une diversité de points de vue. C'est ce qu'on appelle pluralisme interne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque média, il doit y avoir une diversité de points de vue. Ça, c'est une règle qui s'applique à l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, mais également à l'audiovisuel privé. CNews, BFM, TF1, M6, les chaînes privées. Donc, l'ensemble des acteurs audiovisuels doivent respecter ce pluralisme. Et là où vous avez raison, c'est facile à dire, hein, c'est un principe, on l'explique assez simple, diversité de points de vue, mais c'est plus compliqué quand on rentre dans les détails. Par exemple, quand vous avez un ancien ministre macroniste qui aujourd'hui n'est plus ministre, ou que vous avez une ancienne ministre de gauche qui viennent sur les plateaux télé, comment on les présente? Est-ce qu'ils viennent décompter le temps de parole de Renaissance ou du Parti socialiste? Je vais prendre des exemples. Quand Cécile Duflot s'exprime à la télévision, est-ce qu'elle doit être labellisée, étiquetée comme une ancienne responsable écologiste, une ancienne ministre de la gauche? Quand Dupond-Moretti vient et s'exprime aujourd'hui alors qu'il est plus ministre, est-ce que Éric Dupond-Moretti est considéré comme un acteur politique renaissance? Donc, c'est des questions pas si simples. Et puis, il y a la question de quand ces personnalités s'expriment. Je le dis plus clairement. La règle, c'est qu'il doit y avoir toute la diversité de points de vue. Mais si vous mettez les gens de gauche à 4 heures du matin, et que vous mettez tous les gens de droite, par exemple sur CNews, à des heures de grandes écoutes, et à l'inverse, sur d'autres médias, que vous mettez tous les intervenants de gauche en prime time et les intervenants de droite à des heures improbables que personne n'écoute, est-ce que vous avez vraiment respecté le pluralisme? Je ne suis pas certain. Et donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui pose vraiment des questions complexes, qui ne sont pas si simples à résoudre, mais c'est sur ça aussi qu'on travaille et à la fin, il faudra des propositions très claires sur ce sujet. Oui, parce que une des questions qui peut se poser, c'est est-ce que les décisions qui seront prises pour l'audiovisuel public auront potentiellement vocation à terme à s'appliquer aussi pour l'audiovisuel qui n'est pas public? Alors, là, c'est question courte, réponse courte. Il faut être très clair, la loi de 1986, elle pose des règles qui s'appliquent aux deux, et elle dit l'audiovisuel public a une exigence supplémentaire. On est un peu plus exigeant avec l'audiovisuel public, avec un principe d'impartialité. C'est-à-dire qu'on demande à l'audiovisuel public d'être, parce que c'est payé par l'argent des Français, parce que c'est le service public et donc ça doit parler à l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Il y a une exigence supplémentaire d'impartialité. Mais je redis, la règle du pluralisme, elle vaut pour l'audiovisuel privé comme public. On a eu j'ai une question de Cristalgre dans le chat qui réagit aux propos du rapporteur de la commission qui ont été prononcés le 1er décembre. Donc Charles Lalonde déclarait « Chaque jour, la commission d'enquête sur l'audiovisuel, le public révèle des manquements répétés aux exigences de neutralité, d'indépendance et d'honnêteté de l'information et que la vérité dérange selon lui. » Donc je rebondis en fait à ce que vous venez de dire. On arrive donc à la fin de la 2e semaine là, de la commission d'enquête. Est-ce qu'on a déjà un florilège de toutes ces preuves qui seraient supposément révélées de manquements de l'audiovisuel public ou est-ce qu'on est plutôt dans la déclaration politique? Mais que le rapporteur Charles Lalonde, l'UDR, ait un projet politique, un objectif politique, je vais vous dire, c'est le cas de toutes les commissions d'enquête. Quand les écologistes font une commission d'enquête sur l'autoroute 69, ils ont un projet politique. Et d'ailleurs, c'est le sens de ces commissions d'enquête. Maintenant,
on peut avoir un projet politique et considérer, c'est mon rôle de président, qu'une commission d'enquête, elle doit être, dans la manière dont elle travaille, objective, sincère, impartiale. Et c'est pour ça que j'ai rappelé, quand j'ai pris la parole pour ouvrir cette commission d'enquête, que ça devait être ni un tribunal politique. Les députés, c'est pas des juges. Les juges, c'est dans les cours de justice et dans les tribunaux. Donc, c'est pas un tribunal. Et c'est pas la politique spectacle. On n'est pas là pour que les députés viennent faire le buzz 15 minutes et faire un numéro. Et j'avais dit, avec un trait d'humour, que ça ne devrait pas être le plus grand cabaret du monde où chacun vient faire son numéro, parce que je pense que c'est un travail sérieux. Maintenant, est-ce que l'audiovisuel public, qui produit des centaines d'heures d'informations par jour, et je ne dis pas ça pour les dédouaner, est parfait à chaque instant? Est-ce qu'il n'y a jamais de dysfonctionnement, de manquement, de défaillance dans le respect du pluralisme, de l'impartialité, de l'honnêteté de l'information? Il y a des problèmes, bien sûr, mais il y en a sur le duel privé et il faut les révéler. Moi, j'ai dit, c'est pas un tribunal politique, c'est pas la politique spectacle, mais ça n'empêche pas de poser toutes les questions sans tabou. Quand France Info, c'est une erreur, ça arrive, mais qualifie des prisonniers palestiniens d'otages, c'est une erreur. Ça, ils ne respectent pas l'honnêteté parce que des prisonniers palestiniens, c'est pas des otages et que dans un conflit très compliqué, très complexe, les mots doivent être très précis. Quand sur le journal de France Télévisions, il y a une erreur entre Dominique Bernard et Samuel Paty, bon, c'est un manquement. Donc, bien sûr que c'est difficile pour l'audiovisuel public de respecter cette exigence à chaque instant. Mais c'est leur rôle. La loi est très claire sur ce sujet. Et donc, ce qui compte, c'est qu'à la fin, il y ait des mesures qui soient prises pour éviter que ces manquements, ces dysfonctionnements, ces défaillances se perpétuent. Ce qui serait grave, c'est s'il y avait eu des manquements, des défaillances et des dysfonctionnements et que personne n'avait rien fait, personne n'avait agi et qu'il n'y aurait pas eu de changement qui soit mis en œuvre. Et donc, c'est pour ça que l'audition de Delphine Ernotte, de Sybille Veil, dans les prochains jours, vont être l'occasion aussi de poser toutes les questions et de voir comment elles ont pris des décisions. Après, il n'y a pas que la question de l'information qui fait beaucoup débat, du pluralisme, de l'indépendance, de l'honnêteté. Il y a la question du fonctionnement de l'audiovisuel public. Et là, il y a un sujet, une difficulté, c'est que l'audiovisuel public, c'est une entreprise. Sauf que c'est une entreprise qui ne décide pas de ses missions. Ça, c'est nous qui fixons les missions. Elle ne décide pas de son budget. C'est nous qui fixons le budget chaque année avec des yo-yo. Un coup, on donne de l'argent. L'année d'après, on baisse les crédits, puis on augmente les crédits, puis on baisse les crédits. Et moi, je ne connais pas une entreprise qui peut fonctionner de manière efficace et efficiente quand elle n'a pas la maîtrise, j'allais dire, de toutes les règles du jeu. Et donc, c'est aussi au ministère de la Culture, ce qu'on appelle la tutelle, c'est-à-dire ceux qui sont les chefs de l'audiovisuel public. C'est aussi aux législateurs de donner aux dirigeants de l'audiovisuel public de la visibilité sur l'argent qu'ils vont avoir, les budgets qu'ils vont avoir, sur les règles du jeu. Par exemple, et j'en termine là pour ne pas être trop long, on a fixé des obligations de dépenses pour France Télévisions. C'est-à-dire qu'on les oblige à dépenser chaque année plusieurs centaines de millions d'euros pour financer le cinéma, pour acheter des documentaires, pour financer la création française. Elles ont des exigences. Donc, on leur dit finalement une partie de ce qu'elles doivent faire. Donc, elles n'ont pas totalement les mains libres. Et donc, c'est aussi aux politiques de prendre leurs responsabilités parce que c'est nous qui fixons les règles du jeu et la loi. Et là, je vous poserai la question un peu facile. Est-ce qu'on doit vraiment considérer le service public comme une entreprise, d'une certaine façon? Parce que vous avez parlé, aucune entreprise ne peut savoir comment faire avec le yo-yo, etc. Mais est-ce qu'un service public a vocation à être considéré comme une entreprise? De toute façon, c'est pas une entreprise comme les autres, puisque c'est 100%, c'est de l'argent public. Donc, c'est des subventions. C'est juste le statut, c'est-à-dire que c'est une entreprise dans le sens où elle a des salariés, où l'État est 100% actionnaire. C'est son statut juridique. Après, dans son fonctionnement, elle dépend principalement de dotations de l'État, de subventions publiques. Elle a à la marge quelques ressources propres, mais ça reste le service public audiovisuel. Je ne pense pas que ce soit la question du statut. Ça serait une administration, ça serait pas non plus très facile à gérer. Donc c'est une entreprise dans le sens où il y a des salariés, il y a des conventions collectives, il y a des accords. C'est une grosse entreprise d'ailleurs quand on regarde le chiffre d'affaires. Après, ce qui compte, c'est plutôt que dans la manière dont l'État fonctionne avec ces entreprises, que ça puisse être efficace. Et pour ça, il faut donner de la visibilité, c'est-à-dire de dire voilà votre budget sur les 5 prochaines années. Voilà votre budget sur les 10 prochaines années. Voilà
ce que nous, on vous demande de faire, c'est des fameux cahiers des charges. Cahier des charges, c'est en gros ce que le ministère demande à l'audiovisuel public de faire. Ça, il faut que les règles du jeu soient stables et lisibles si on veut que ces entreprises fonctionnent de manière efficace et efficiente. Et aussi pour les salariés de l'audiovisuel public, vous voyez, c'est très compliqué quand vous êtes salarié d'une entreprise. Moi, je me mets à la place des journalistes, des pigistes, je ne vais pas citer tous les métiers, des agents de l'audiovisuel public. Quand vous ne savez pas si demain, il y aura une holding, si vous allez fusionner avec France Télévisions, si on va vous privatiser, au bout d'un moment, il faut aussi donner des perspectives aux gens qui travaillent dans ces entreprises. On ne peut pas les balader comme ça de mois en mois et de les plonger dans une incertitude. Ce n'est pas acceptable quand on est attaché au public, ce qui est mon cas. D'accord. Et là, tout à l'heure, vous avez parlé de production par l'audiovisuel public, de documentaires et autres. Ça me fait rebondir et aussi du coup par rapport au fait qu'on avait parlé de l'Arcom tout à l'heure, sur le dernier complément d'enquête. Voilà, j'ai une question de Chilgat dans le chat, j'imagine que vous en avez parlé. Suite au dernier complément d'enquête, sur CNews, l'Arcom avait plaint des France 2 qui avait mis en cause son travail en prenant les chiffres de RSF, donc Reporters sans frontières. L'Arcom s'est contenté de démentir les chiffres sans dévoiler ses chiffres ni sa méthodologie. Dans cette affaire, l'Arcom, est-ce qu'elle n'est pas à la fois juge et partie? Je dis ça, je vous pose la question parce que vous avez déjà reçu l'Arcom justement, et est-ce que vous pouvez avoir une position, est-ce que vous avez une position sur ce sujet? Moi, je pense qu'il faut faire très attention parce que l'Arcom, c'est le gendarme de l'audiovisuel public et privé. Et moi, je critique jamais des décisions, soit de la justice, soit d'un régulateur. L'Arcom, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de vérifier si la loi de 1986, cette loi qui encadre la manière dont l'audiovisuel public et privé doit fonctionner est respectée. Est-ce qu'on respecte l'honnêteté de l'information? Est-ce qu'on respecte le pluralisme? Est-ce qu'on respecte l'indépendance? Est-ce qu'on respecte une certaine forme de neutralité? Et moi, je considère que l'Arcom, elle a pour mission de vérifier cela. Et donc, si en regardant le reportage sur CNews, elle a considéré qu'il y avait une méthodologie, qu'il y avait une manière de travailler qui n'avait pas été tout à fait satisfaisante au regard des règles et de la loi, je pense que c'est important de le rappeler. Mais ça évolue, c'est des règles compliquées. C'est compliqué de dire c'est pas tout noir ou tout blanc. Vous voyez, le pluralisme, c'est pas si simple. Et donc, ça demande quand même que les règles soient toujours précisées, évoluent. Mais c'est le rôle de l'Arcom. Et d'ailleurs, elle l'a fait aussi. Elle a rendu des décisions aussi sur le duel privé quand elle a considéré que CNews ne respectait pas assez le pluralisme, quand elle a considéré qu'il y avait une forme d'honnêteté de l'information qui n'était pas garantie. Elle l'a dit. Et donc, moi, je pense que si on n'est pas content de la manière dont l'Arcom prend ses décisions, on peut changer la loi. Mais ça, c'est le travail des députés et le travail qu'on mène ici à l'Assemblée nationale. Vous voyez, l'Arcom, elle fonctionne pas, elle fait pas appliquer autre chose que les lois que nous votons. Donc, si on considère que le pluralisme c'est plus important, que l'indépendance des médias c'est pas important, que l'exigence d'impartialité c'est pas important, que l'honnêteté de l'information c'est pas important, on peut changer la loi et supprimer la loi de 86. Je pense que ça serait une folie et une erreur majeure. Maintenant, est-ce qu'il faut adapter la loi? Sans doute, il y a des choses à revoir. Et est-ce que au travers de cette première audition que vous avez eue avec l'Arcom, vous avez trouvé des pistes, que ce soit avec le bureau ou vous-même en votre qualité de président, des pistes sur l'évolution de cet organisme qui est aujourd'hui décrié à droite comme étant un censeur, à gauche comme s'écrasant devant l'extrême droite, par exemple, là, par rapport à cette décision sur CNews? Est-ce que... Bon, j'imagine que vous devez jouer la position d'équilibre, mais est-ce que vous avez déjà des pistes sur lesquelles potentiellement il y a des propositions de réforme de l'Arcom à faire, qui relèvent aussi peut-être de la proposition de réforme qui avait déjà lieu par le gouvernement récemment? Mais moi, je trouve que la bonne foi, c'est important. C'est-à-dire que on ne peut pas s'émouvoir ou s'indigner que quand, j'allais dire, ça nous intéresse. C'est-à-dire que il faut être exigeant quand on est de gauche, aussi avec les médias de gauche, et quand on est de droite, il faut être exigeant avec des médias de droite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'indigner quand l'Arcom sanctionne France Télévisions et se réjouir quand l'Arcom sanctionne CNews, et à l'inverse, si on a un autre bord politique, faire le contraire. Il y a des règles, elles doivent être respectées. Si l'Arcom dit qu'elles ne sont pas respectées par l'audiovisuel public, même si on est attaché à l'audiovisuel public, comme c'est mon cas, on doit accepter que parfois il y a des manquements, parfois il y a des dysfonctionnements, parfois il y a des failles, et c'est le rôle de l'Arcom de le dire.
et on doit accepter quand on est attaché à CNews parce qu'on veut le pluralisme, que si l'Arcom dit que les garanties et les règles sont pas respectées, eh ben on doit lui faire confiance. Je redis, l'Arcom ne fait qu'appliquer des lois. Donc c'est à nous, si les citoyens ne sont pas contents, c'est à nous, ils peuvent aussi nous expliquer, hein, on est là pour représenter les Français, qu'est-ce qui ne va pas dans les règles que l'Arcom se charge de mettre en œuvre et de vérifier. Maintenant, il y a un sujet sur l'Arcom, c'est que moi je pense que l'Arcom, il y a tout un champ qu'elle ne régule pas, qu'elle ne contrôle pas. C'est notamment la question de tous les gens qui informent les Français sur les réseaux sociaux, un peu ce qu'on est en train de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, les jeunes, ils s'informent quasiment exclusivement, en tout cas principalement, sur des plateformes comme vous, avec des créateurs de contenu d'information comme vous. On a d'un côté des journalistes et des acteurs des radios, des télés qui sont super contrôlés, on décompte le temps de parole à la seconde près, etc. Et de l'autre, des gens qui informent les Français et qui parfois ont des millions de vues, bien plus que n'importe quelle émission de télévision ou de radio, et eux qui sont soumis à aucune règle. Je m'explique. Il y a des podcasts, ça viendra pour vous, j'imagine, mais qui ont des millions de gens qui regardent. Aucune règle de pluralisme. Ça veut dire que si ces créateurs de contenu d'information, ces influenceurs décident de n'inviter que des gens de gauche, eh ben c'est pas un problème. S'ils décident de n'inviter que des gens de droite, c'est pas un problème. Moi, je pose la question. Je dis, il y a des gens dans notre pays qui créent des contenus d'information sur les plateformes, vous, d'autres. Est-ce que ces gens-là, qui font un travail important, qui ont une responsabilité importante parce qu'ils informent les Français, d'ailleurs ce matin je suis là à vous parler et vous n'êtes pas un média traditionnel, est-ce que c'est normal qu'eux n'aient aucune règle, alors qu'on a des médias traditionnels qui pourtant perdent des audiences, qui eux ont des règles très strictes, très exigeantes. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. J'ai une collègue, moi, qui fait avec moi une mission à l'Assemblée sur la natalité. Elle était invitée sur BFM pour en parler, mais en fait, on l'a décommandée parce que le temps de parole de son parti était déjà écoulé pour l'année. Alors que si elle va sur les réseaux sociaux, là, elle peut avoir un temps de parole illimité. Donc, il y a quand même un sujet, vous voyez, de règles du jeu qui sont pas les mêmes pour tout le monde et ça pose question. La question par rapport aux réseaux sociaux, bon, en connaissance de cause, il y a aussi les créateurs de contenu qui sont dans le militantisme et ceux qui sont dans la création de contenu d'information, qui ne peuvent pas du coup être traités de la même manière. Ceux qui sont dans le militantisme militent pour des causes, invitent forcément que des élus d'une couleur ou d'une autre, et eux ne sont pas, comment dire, dans l'information exhaustive, on va dire. Donc par exemple, on peut pas... C'est compliqué d'aller mettre des règles sur ces personnes-là. Surtout qu'en soi, il en existe tous les jours de nouveaux. Et aujourd'hui, avec l'Arcom, on l'a vu récemment avec le cas Portmanov sur Kik, l'Arcom n'a pas les moyens de gérer ce qui se passe sur Internet en termes de régulation de contenu. Il y a un réel manque de moyens. C'est pour ça que je pose la question. Je dis comment on traite des personnes talentueuses qui informent les Français sur d'autres canaux que les télévisions et la radio et qui ont une responsabilité quand même, puisque les politiques viennent sur ces plateformes, puisqu'elles ont des audiences importantes. Là, il y a deux visions. Il y a des gens très libéraux, et d'ailleurs, ça ne veut pas dire de droite, c'est même plutôt à gauche, qui disent en fait, ce qui compte, c'est qu'il y ait des influenceurs et des créateurs de contenu de tous les bords, et c'est ce qu'on appelle un pluralisme externe. Ça veut dire, en fait, il n'y a pas besoin dans chaque plateforme et sur chaque podcast, sur chaque émission, Twitch, qu'il y ait du pluralisme. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des gens plus à gauche, plus à droite, et donc ce qui compte, c'est qu'il y ait une diversité de personnes et de gens. Et donc, ils disent, voilà, faut être libéral, on va pas réguler, ça se régule tout seul, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la diversité des contenus des plateformes. Moi, j'ai une approche un peu différente, parce que je pense qu'à des certains niveaux d'audience, quand vous commencez à avoir des podcasts qui sont vus, alors il faut voir où on met le curseur, mais 500 000 personnes, 1 million de personnes, 2 millions de personnes, je trouve que vous avez, avec votre audience, une responsabilité particulière et que peut-être que à partir d'une certaine audience, c'est normal que vous respectiez des règles, un minimum de règles, un socle minimal. Ça ne serait pas de mettre les mêmes règles que pour le journal télévisé ou pour des émissions, des matinales politiques sur le service public, mais qu'il y ait peut-être quand même un socle minimal de règles. C'est une discussion, c'est un beau débat. C'est un débat qui n'est pas facile parce qu'il y a des arguments des deux côtés.
Mais je pense que ça, c'est un débat important, par exemple. Alors, je vais vous poser une question un peu provocatrice qui, bon, certains vont parler de fake news et je l'entends, mais bon, c'est pour pousser le débat. Est-ce que on aura droit à des labels, nous aussi? Moi, 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 je pense que je m'inquiète beaucoup de la manière dont les déclarations du président de la République ont été instrumentalisées. Il y a eu une désinformation. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la République, c'est pas la question. Mais transformer ce qu'il a dit, c'est-à-dire vraiment, on a assisté à une campagne de désinformation. C'est-à-dire que les gens, enfin certains médias, ont dit l'inverse de ce que le président avait dit. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'il y a eu une désinformation des Français. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on apprécie, qu'on n'apprécie pas, qu'on soutienne ou qu'on ne soutienne pas le président de la République. Mais il n'a jamais dit qu'il y aurait des labels d'État. Il a dit il y a une grande organisation à but non lucratif dans le monde qui défend la création de labels, pas des labels pour dire il y a des bonnes ou des mauvaises informations, pas des RSF pour les labels, citer. voilà, pas des labels pour dire il y a des bons ou des mauvais médias, des labels pour dire on garantit que la méthode qui a été utilisée pour créer l'information est une méthode déontologique qui respecte les règles. Et ce qu'a dit le président, c'est que ça serait volontaire et que ça serait des professionnels qui le feraient. Un exemple très concret. Demain, vous dites, moi, je suis un créateur de contenu d'information, ça m'intéresse d'avoir un label que les professionnels, que mes collègues, pas l'État, que mes confrères me donnent, pour dire que moi, la manière dont je fais mon travail, c'est je respecte des règles de pluralisme, j'invite des invités de tous les bords politiques, quand je fais mon travail, que je prépare mes questions, je vais à la source, je confronte différentes sources, je donne la parole à des points de vue différents. En fait, c'était une démarche de dire, si des gens, des médias, des influenceurs veulent labelliser leur démarche, leur méthode, ils pourront le faire. Et il y a des médias dans le monde, plein de médias, qui ont envie d'avoir ce label pour pouvoir dire aux téléspectateurs, aux auditeurs, moi, la manière dont je fonctionne, elle vous garantit ça, ça, ça et ça. Mais c'est exactement ce qui se passe, pardon de la comparaison, mais dans l'agroalimentaire, où vous allez avoir des gens avec un label bio qui va vous dire, moi, voilà comment je produis mes produits alimentaires. Je respecte telle charte, telle charte, telle charte. Personne est obligé d'acheter bio. Tout le monde peut acheter ce qu'il veut. On ne dit pas qu'un produit bio, c'est meilleur qu'un autre produit, mais les acteurs ont décidé eux-mêmes, s'ils le souhaitent, d'avoir un label bio. Mais c'est exactement pareil, pardon, la comparaison peut-être pas très heureuse, mais enfin, c'est pour que les gens comprennent. Vous êtes un média, vous avez envie de dire aux gens qui vous écoutent, moi, je travaille comme ça, je respecte ces règles-là, et donc j'ai un label. Ça ne fait pas de vous un meilleur média. Vous n'êtes pas plus aidé ou moins aidé par l'État. Ce n'est pas l'État qui donne le label. Donc, moi, je pense qu'il faut faire très attention sur ces questions-là. On peut être contre le label par principe, mais avoir fait croire certains médias que le président de la République parlait d'un label d'État, voulait labelliser les contenus. Je répète, pardon, je suis un peu lourd, mais il ne s'agit pas de labelliser les contenus, de dire ça c'est un super article, ça c'est un super reportage télévisé. Pas du tout, pas du tout. C'est de dire, voilà, nous, je sais pas, l'Express, nous, France Inter, nous, CNews, l'information qu'on vous produit tous les jours, elle a respecté ce cahier des charges. Voilà, on a ce label-là. Ça ne vous garantit pas du tout, ce n'est pas un label sur ce qui se dit. Voilà. Et la question, c'est que techniquement, ce label, c'est censé être aussi la base des conventions d'attribution de fréquences de l'Arcom, j'imagine aussi. Si une chaîne n'avait pas potentiellement ce label, ça veut dire qu'elle ne respecterait pas une partie des conventions de l'Arcom et qu'elle ne pourrait pas avoir le renouvellement de sa fréquence, parce que ça serait quand même les règles de base, j'imagine, sur un tel label qui est utilisé par RSF. Donc, le label, il est encore moins strict que les règles de l'Arcom. C'est-à-dire que quand vous regardez les règles d'attribution des fréquences et ce qu'on demande aux entreprises qui se voient attribuer des fréquences aujourd'hui, quand vous regardez le cahier des charges et les règles qu'on leur demande, elles sont bien plus strictes que le label. Donc le label, c'est pour tous les médias, tous les créateurs de contenu d'information. Et encore une fois, je ne sais pas exactement le projet exact. Donc moi, j'essaye d'expliquer ce que je comprends de ce label. On n'en est pas encore à en discuter et à le mettre en œuvre. Mais ça n'a rien à voir avec l'attribution de fréquences. Et je redis, quand vous regardez les règles que l'Arcom demande
à une télévision, à une radio pour leur attribuer des fréquences, c'est bien plus strict que les labels qui existent aujourd'hui dans le monde. Le label, par exemple, dans certains pays, ne demande pas le pluralisme. Nous, on a des règles très strictes, il faut quand même se le dire. Les règles qui sont déjà en vigueur en France sont strictes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette déclaration vous aura donné du grand mood pour votre commission d'enquête au moment où elle est tombée. Ça, c'est une assurance. Pour la suite de cette commission d'enquête, donc quel est un peu le déroulé dans les semaines à venir en termes de temporalité pour la remise du rapport? Comment ça va s'organiser? Donc, on va auditionner une 50aine de personnes. Les auditions vont se dérouler jusqu'à fin février. Et ensuite, le rapporteur rédigera son rapport. Moi, comme président, je pourrai rédiger une sorte d'avant-propos, c'est-à-dire une sorte de contre-rapport. Chaque groupe politique pourra aussi rédiger une tribune, c'est-à-dire un plaidoyer, enfin, en tout cas, pouvoir s'exprimer. Et donc, à la fin, il y aura le rapporteur qui fera son rapport. Je ferai contre-rapport, c'est pas exactement le mot. En tout cas, je ferai mes propositions. Et puis, chaque groupe politique pourra également faire ses propositions. Et donc, c'est pour ça que je dis que cette commission d'enquête, elle peut être utile. Elle peut être utile si on pose des questions de fond, si on va au bout des sujets, et qu'à la fin, chaque groupe politique en tire des conclusions différentes. Peut-être que Charles Along, après ses auditions, en tirera la conclusion qu'il faut privatiser l'audiovisuel public. D'autres diront, au contraire, il faut le renforcer, mais si on veut le renforcer, voilà ce qu'il faut faire, voilà les mesures qu'il faut prendre, voilà le rôle que le ministère de la Culture et l'État doivent avoir. Moi, je pense que à la fin, tout le monde en sortira avec des propositions. Elles seront différentes, mais personne peut dire qu'aujourd'hui, circuler, il n'y a rien à voir, que le statu quo, il est soutenable. Le statu quo, il est bon pour personne, ni pour les salariés de l'audiovisuel public, ni pour les dirigeants de l'audiovisuel public, ni pour les Français qui payent à travers leurs impôts l'audiovisuel public. Il n'est pas bon pour les producteurs qui font vivre aussi des centaines de milliers de salariés dans le pays, des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs. Il est bon et il n'est pas bon pour l'audiovisuel privé parce que l'audiovisuel privé, il a aussi besoin de savoir où on va avec l'audiovisuel public. Donc, quelles que soient nos sensibilités politiques, quelles que soient nos convictions, nos opinions sur l'audiovisuel public, personne peut accepter le statu quo, c'est-à-dire qu'on ne touche à rien et qu'on ne change rien. Il y a des réformes à prendre, à faire. On aura des visions très différentes sur les réformes qu'il faut mener. On aura des mesures très différentes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura tous des propositions sur la manière dont l'audiovisuel public doit évoluer, parce que c'est essentiel si on veut, alors là je parle pour moi, le préserver, le renforcer, parce que je pense qu'on a besoin d'un audiovisuel public fort dans le pays, mais si on veut qu'il soit fort et puissant, il faut qu'il se transforme, parce qu'on sait très bien, et j'en termine là, qu'il y a des mutations majeures, des changements d'usage, des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, la guerre de l'information, les ingérences étrangères. Et moi, je dis que dans un monde qui connaît une guerre de l'information et une crise de l'information et une mutation de l'information, eh ben, il faut que le public se transforme profondément. D'accord. Et justement, la question que je voulais me poser, c'est là, du coup, on va avoir ce rapport qui va être rendu avec potentiellement d'autres contre-rapports, entre guillemets. En termes de temporalité, est-ce que ça sera à temps pour la réforme en cours qui doit avoir lieu sur l'audiovisuel public qui est en plein parcours législatif? Est-ce que ça arrivera au bon moment ou ça arrivera un peu trop tard, justement, pour que ça soit pris en compte dans les propositions à faire? Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments, mais il y a les moments. C'est-à-dire que, vu le contexte politique, je ne sais pas quand le texte sur le dialogue public va revenir. Pour faire court pour vos auditeurs, en gros, on a voté à l'Assemblée la réforme du dialogue public, donc la création d'une holding qui rapproche France Télévisions et Radio France. Ça a été au Sénat, ça a été voté au Sénat. Maintenant, ça doit revenir à l'Assemblée. Je ne sais pas vous dire quand ça reviendra à l'Assemblée. D'accord. Ça reviendra peut-être dans 1 an, dans 15 jours, je ne sais pas. En parallèle, il y a un projet de loi du gouvernement sur l'information, les journalistes, l'indépendance des médias. C'est passé au Conseil d'État, mais je ne sais pas quand ça viendra à l'Assemblée nationale. Et il y a notre commission d'enquête qui rendra ses conclusions mars-avril. Donc, est-ce qu'en mars-avril, la loi audiovisuel public sera revenue à l'Assemblée? Est-ce que la loi sur les états généraux de l'information, c'est-à-dire sur l'information, sera venue à l'Assemblée? Je ne sais pas. D'accord, donc on est un peu dans le flou à ce niveau-là pour le calendrier de début d'année, de toute façon, de manière générale, sur ce qui va se faire à l'Assemblée nationale. Et alors là, du coup, je vais aussi rebondir, parce que tout à l'heure, vous parliez d'audiovisuel fort, de gendarmes. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, pour un audiovisuel fort, des gendarmes forts? Est-ce que, au vu des mutations du monde dans lequel on est, je reviens encore sur l'ARCOM, est-ce qu'il ne faut pas que l'ARCOM
se sépare complètement de la mission d'Internet et que ça soit autre chose qui s'en occupe pour se concentrer sur ce qui se passe à la télé parce qu'elle n'a pas les moyens de s'occuper de ce qui se passe sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet là-dessus de spécialisation de notre organisme, peut-être pour s'occuper de ce qui se passe sur Internet au vu de tout ce qu'il y a à faire sur les plateformes, justement? Moi, je pense que non, parce que je pense au contraire, il faut renforcer les moyens de l'Arcom, parce que l'information, c'est un bien public. Et que vous informiez sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, vous informez les Français. Et que donc, il y ait un régulateur qui se charge de vérifier comment l'information est véhiculée. Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce qu'elle est impartiale? Est-ce qu'elle est pluraliste? Que vous le fassiez sur les réseaux sociaux, sur Internet ou sur les médias traditionnels, ça reste de l'information. Par ailleurs, on sait très bien qu'aujourd'hui, les médias traditionnels, ils ne se contentent pas de la radio et de la télévision. Ils créent des contenus dédiés aux réseaux sociaux. Pensez à Slash, et il y a des choses à dire sur Slash, c'est exclusivement sur les réseaux sociaux. Donc, je vous citerai par exemple sur Twitch où on est, Libération, Mediapart, France Info, Arte ou d'autres qui ont des chaînes Twitch sur lesquelles ils diffusent avec des centaines de milliers de personnes. Donc aujourd'hui, c'est assez poreux. Hein. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes à la télévision, vous êtes à la radio. Donc moi, je pense qu'on a besoin d'un gendarme qui est le gendarme de l'information. C'est pas le gendarme de la télévision, c'est pas le gendarme de la radio, c'est un gendarme de l'information qui vérifie, qui n'est pas un censeur, qui respecte, et je l'ai dit en introduction, la liberté d'expression qui est un principe fondamental de la France, qui est une loi majeure du 19e siècle, la fin du 19e siècle. Donc, mais, parce que c'est un bien public, l'information, il y a des règles du jeu. Et donc, moi, je suis plutôt pour renforcer les moyens de l'Arcom et qu'elle puisse garantir une information pluraliste, indépendante, fiable, honnête. C'est essentiel dans une démocratie. Et c'est pas pour employer des grands mots, mais à un moment où il y a une fracture politique majeure, où les Français se fracturent et se divisent, et je le vois comme député, l'information, c'est un bien public stratégique, essentiel. C'est pas pour qu'il y ait une bonne et une mauvaise information, des bons ou des mauvais médias, mais il faut garantir un modèle qui permette quand même de permettre à une information fiable, indépendante, pluraliste, honnête de s'exercer. L'information, c'est un bien public majeur, stratégique, et on voit les effets de la désinformation. On a besoin de lutter contre la désinformation, contre les mensonges, contre les fake news. Moi, quand je regarde les États-Unis, c'est pas un pays dans lequel j'ai envie que la France se retrouve sur le plan de l'information. Plein de choses formidables aux États-Unis. Mais quand on voit, pour le dire simplement, aux États-Unis, si vous regardez Fox News ou CNN, vous vivez dans deux mondes parallèles. La France commence, on n'y est pas, doucement, à prendre ce chemin-là. C'est hyper dangereux. Parce que la France, c'était un modèle, et moi j'y suis attaché, universaliste. Vous pouviez écouter Europe 1 le matin, regarder France 2 le JT le soir, vous brancher sur iTélé avant CNews pour écouter une chaîne d'infos connue le matin et l'après-midi regarder un documentaire sur France 3. On était pluraliste. Et aujourd'hui, si par la polarisation des médias, on contribue à ce que les Français puissent vivre dans deux univers parallèles, le pays va dans le mur. Je donne un exemple, l'affaire Legrand-Cohen. Si vous regardez ces news, vous avez l'impression qu'une attaque nucléaire s'est abattue sur la France. Et si vous regardez le service public, vous n'en avez pas entendu parler une seconde. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal que dans un pays, en fonction des médias, une information soit traitée, retraitée, surtraitée matin, midi et soir, et que dans d'autres médias, elle ne soit pas traitée du tout. Parce qu'à la fin, on a des Français qui, du coup, n'ont pas du tout les mêmes informations. Que les informations soient traitées différemment. Que quand vous écoutez CNews, on ne traite pas de la même manière l'immigration que quand vous écoutez, que vous lisez l'Humanité. Très bien. Les médias d'opinion, ça a toujours existé. On ne va pas faire semblant que l'Humanité, le Figaro, ce n'était pas des médias d'opinion quand ils ont été créés. On a toujours eu des médias d'opinion. Mais ce qui compte, c'est que les informations soient traitées. Il ne faut pas vivre dans des mondes parallèles. Et donc, il faut faire attention à cette polarisation médiatique. La polarisation, ça veut dire vraiment… Bien sûr. Et là, il y a un article de Mediapart qui est sorti hier ou avant-hier, très intéressant sur l'implication de la Russie
j'imagine que vous en avez entendu parler, sur le fait d'attiser les flammes au niveau des questions de l'antisémitisme et de l'islamophobie en France. Comment on fait quand on a des chaînes, notamment aussi dans l'audiovisuel public, qui parlent énormément de ces faits divers importants, par exemple les mains rouges sur les mémorials, les têtes de cochons dans les mosquées, etc., mais qui parfois ne prennent pas le temps derrière d'aller expliquer et d'informer du fait qu'on a appris que c'était une ingérence étrangère, de la manipulation. Est-ce que c'est pas aussi le rôle de l'audiovisuel de faire ça et qui malheureusement ne le fait pas toujours? C'est pour ça qu'on a besoin d'un régulateur, d'un gendarme, parce qu'il y a des règles. C'est pour ça que quand il y a des règles qui ne sont pas respectées, on sanctionne. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie contre les ingérences étrangères, c'est-à-dire vraiment une stratégie forte. Aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas simplement des soldats qui vont sur les théâtres d'opération. Les ingérences étrangères, c'est une forme de guerre. C'est ce que j'appelle, moi, la guerre de l'information. Donc, quand il y a une guerre de l'information, on prend des mesures contre ses ennemis. C'est-à-dire qu'on a des attaques offensives, on prend des mesures fortes. Et donc, c'est pour ça que je pense que l'Arcom a un rôle essentiel à jouer aussi dans la question de ces ingérences étrangères, la manière dont on les détecte, la manière dont on y répond, la manière dont on les sanctionne le moment venu. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je siège au conseil d'administration de France Média Monde. Ils ont créé une cellule dédiée à ce qu'on appelle le débunkage, c'est-à-dire à la lutte contre les fausses informations. Et donc, dès qu'ils repèrent une fausse information qui est en train de monter sur les réseaux sociaux, ils en parlent, ils analysent les faits, ils viennent à l'antenne en parler, ils en parlent sur les réseaux sociaux pour dire attention, Françaises, Français, cette information que vous avez vue qui a beaucoup circulé, elle est fausse et je vous explique pourquoi elle est fausse. Oui. D'ailleurs, on se rappelle des cellules de débunkage en direct pendant les débats à l'époque de la présidentielle. Beaucoup regrettent d'ailleurs que le debunk en live a quasiment disparu aujourd'hui de par la difficulté à le réaliser. Qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là aujourd'hui pour pouvoir garantir ce débunkage sur ce qui se dit en live, en direct sur les chaînes d'information et aussi sur l'audiovisuel public, parce que l'audiovisuel public des fois ne déroge pas à la règle, se fait avoir aussi. Et on a remarqué que pendant les débats aujourd'hui, il y a plus cette logique de débunker ce que disent les intervenants aussi, parce que des fois il y a des choses complètement fausses qui sont dites par des intervenants. Comment on fait pour Il faut faire attention. Il faut faire attention entre la liberté d'expression et puis le fait de propager des fausses informations. Ça, c'est important de faire la différence parce que, pardon, moi je suis quelqu'un de modéré, je trouve qu'il faut faire attention dans l'équilibre qu'on construit. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est très important parce que c'est quand même un pilier de la démocratie et en même temps, la vérité, l'honnêteté de l'information, c'est important. Donc moi, je pense qu'il faut que chaque entreprise de duel public et privée d'ailleurs ait des cellules dédiées à la lutte contre les fausses informations et donc des cellules qui travaillent sur le débunkage et donc le fait de voilà. On peut très bien imaginer qu'à la fin d'émissions politiques, il y ait effectivement une personne qui vienne expliquer attention, alerte, il y a eu quand même des fausses informations qui ont été dites, etc. Bon, il faut être nuancé, mesuré, mais bien sûr qu'il faut aller plus loin sur la manière dont on évite. Vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé avec le président de la République sur les labels d'État. Finalement, c'est le président de la République lui-même qui a expliqué avec une vidéo si certains c'était bien, pas bien, pour expliquer attention des informations. Mais on ne peut pas accepter, donc c'est là où il faudra revoir nos règles du jeu, et là où l'Arcom pourra aussi avoir un rôle plus fort sur la désinformation. On ne peut pas accepter qu'il y ait des médias qui critiquent très fort l'idée de ce label. Mais ça, bien sûr, c'est la liberté absolue d'expression qui dit c'est une connerie, et même qu'il y ait des mots durs pour le président. C'est pas la question, même qu'il y ait des médias qui disent que le président soit totalitaire, fasciste, je trouve ça lamentable et indigne. À la limite, c'est la liberté d'expression, ça se discute. Je pense qu'il y a le respect des institutions, etc. Mais c'est pas le problème qu'ils aient eu des mots très durs, outranciers, indignes. C'est qu'ils aient menti en disant le président de la République propose un label d'État. Il n'a jamais dit ça. Et donc ça, c'est vraiment une désinformation majeure qui doit être sanctionnée. On peut critiquer toutes les positions des politiques et même les critiquer avec des mots durs, mais on ne peut pas mentir sur ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas acceptable en démocratie et c'est très dangereux en démocratie. Et c'est vrai pour le président de la République. Ça aurait été la même chose avec Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, j'aurais dit exactement pareil. Bon, je vais pas tarder à vous lâcher. On avait dit avec votre équipe 30 minutes, jusqu'à 45 max, on est déjà bientôt à 44. Bon. Du coup, je vais conclure par cela. Est-ce que, au vu de déjà
le travail qui a été effectué au cours de ces 2 dernières semaines, vous avez déjà en tête une proposition que vous souhaiteriez faire à l'issue de cette commission qui vous a déjà conforté avec les quelques auditions? Une très courte. Il y a eu, si vous vous souvenez, Gabriel Zucman qui est venu souvent, je prends un exemple simple pour comprendre, qui est venu dans l'audiovisuel public. Il y a eu une petite musique qui est montée, instrumentalisée par certains médias, qui a été de dire ah bah dis donc, le service public de l'audiovisuel, il fait la courte échelle à Gabriel Zucman, on le voit partout, France Inter, France Info, France Télévisions, vraiment ils font sa campagne, etc. Aucune procédure qui permet de dire oui, non, il y a eu un problème. Et donc, on a des gens dans le pays qui ont écouté cette petite musique et qui se sont dit ah bah oui, franchement, le service public n'a pas du tout été impartial, il a été très partial, il n'a pas du tout été neutre, etc. Ça va pas. Moi, je pense, et c'est une des propositions que je fais, qu'il faut qu'il y ait une procédure qui permette de saisir l'Arcom et qui aurait 1 mois pour rendre ses conclusions. J'explique sur le cas de Zucman. On pourrait imaginer que des Français, des députés, saisissent l'Arcom dans une procédure qu'on pourrait appeler procédure impartialité, ligne éditoriale, et que, voilà, bonjour l'Arcom, j'ai été surpris de voir Gabriel Zucman, etc. Est-ce que l'audiovisuel public n'a pas été un peu partial et pas très pluraliste? Et l'Arcom, au bout d'1 mois, dirait, écoutez, on a regardé, non, il n'y a eu aucun souci parce qu'il y a eu des économistes d'autres sensibilités qui se sont exprimés, parce que les questions qui ont été posées à Gabriel Zucman n'étaient pas du tout des questions de connivence ou de complicité. Toutes les questions ont été posées. Ou à l'inverse, oui, il y a eu des manquements et des dysfonctionnements. Ce qui ne va pas, c'est qu'on a cette petite musique qui monte très régulièrement sur l'audiovisuel public n'est pas pluraliste, l'audiovisuel public n'est pas impartial, l'audiovisuel public n'est pas honnête ou neutre dans sa ligne éditoriale. Et on laisse faire, personne ne répond. Personne ne répond d'un côté ou de l'autre. Donc moi, je propose qu'on crée une procédure qui permettrait de saisir l'Arcom sur ces questions-là, et l'Arcom aurait 1 mois sur la base d'éléments que lui donneraient France Télévisions et Radio France pour dire circuler, il n'y a rien à voir, pas eu de problème, ou alors il y a eu manquement. Et ça éviterait de laisser cette petite musique se propager sans que personne ne réponde. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup. Je rappelle vos prochaines auditions. Donc, mardi avec Radio France, à 16h30, donc avec Françoise Benamou et Emmanuel Davier, ou encore mercredi à 15h30, notamment avec France Télévisions et Delphine Ernotte que vous citiez tout à l'heure. Voilà. Je vous souhaite. Merci de votre invitation et à bientôt. Bonne journée, excellent week-end à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.